Salut les amis, alors cette semaine on prolonge cette petite parenthèse démarrée la semaine dernière avec ces notions énergétiques et mystiques dans les arts martiaux. On a démarré la semaine dernière avec le hara, aujourd'hui on prolonge avec le kiai. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Comment l'utiliser? On voit ça ensemble, c'est parti. Alors les amis, aujourd'hui on va parler du kiai. C'est une notion qui paraît simple mais qui est pourtant très mal comprise ou utilisée dans les dojos parce que la plupart du temps on parle de kiai, il faut dire des kiai, il faut faire des kiai, mais on n'a pas forcément la conscience de ce que c'est ni à quoi ça sert. Les enfants eux-mêmes sont complètement dans le flou, on leur dit de faire un kiai, pour eux c'est juste un cri, à la fin du kata ils font ah kiai et puis pour eux c'est tout. Alors qu'en fait le kiai c'est bien autre chose, bien au-delà et d'ailleurs littéralement ki. Ai, c'est très intéressant parce que Ki, c'est l'énergie. Ai, c'est le Ai de Aikido, donc c'est l'harmonie, mais ça veut dire également l'union, le mélange. Donc on est sur l'union, le mélange des énergies, et à aucun moment, dans cette traduction littérale, on évoque le son. À aucun moment, il est dit que ça doit être quelque chose qui est audible. Donc, il y a tout un travail sous-jacent sur le kiai qui va être extrêmement intéressant à explorer ensemble dans la philosophie traditionnelle japonaise, avec un socle qui est très précis et très concret. Et justement, pour bien le comprendre, je vous invite, si ce n'est pas fait, à visionner ici la petite vidéo de la semaine dernière sur le hara. Si vous n'avez pas bien compris ce qu'est le hara et comment l'utiliser, vous aurez beaucoup de mal à comprendre ce qu'est et comment utiliser le kiai. Parce que pour moi, ce sont deux notions qui sont indissociables. Le hara, c'est le kiai à terme. D'accord ? Il prend forme sous forme de kiai. Et le kiai sans le hara, ça ne sert à rien. Donc, commencez, si vous ne l'avez pas vu, par la petite vidéo de la semaine dernière. Et aujourd'hui, on va donc plonger dans qu'est-ce que le kiai. On a vu littéralement l'union, le mélange des énergies. Physiologiquement, on va évidemment parler de ce grand droit, de ce muscle, c'est-à-dire tout sauf le cri vocal qui vient de la gorge. Le cri vocal qui serait lui plus thoracique, pour faire un petit clin d'œil à la vidéo de la semaine dernière, et c'est malheureusement ce qu'on fait faire le plus souvent aux enfants. Les enfants, le but c'est de crier. Alors attention, il va falloir mettre une grande précaution, une grande parenthèse entre l'utilisation que vous faites du cri ou du signal sonore à quelqu'un et l'utilisation du kiai. Le signal sonore, ça peut être la volonté de dire à un enfant, tiens, on va vous dynamiser un petit peu le cours, allez on crie, et puis on crie plus fort, et puis on crie plus fort pour essayer de galvaniser un petit peu les troupes, ou à un pratiquant qui est extrêmement timide, de lui dire, voilà, je veux t'entendre plus, utilise le son. Même un adulte, même un gradé, lui dire, ok, tu as toujours pratiqué un petit peu dans la peur de déranger ou d'être vu, simplement d'attirer l'attention, aujourd'hui je te demande d'attirer l'attention. Il faut que ton cri, il résonne jusque dans le parking. Donc, crie le plus fort possible parce qu'il y a un travail derrière sur la notion de stress, de prise de confiance, mais qui est absolument à différencier du kiai. Pour moi, ce sont deux choses différentes. Là, on va parler du cri, du son, mais ce n'est pas du tout le kiai, ni dans sa physiologie, ni dans son énergie. Là, il s'agit juste d'une prise de conscience de ce qu'on fait et une prise de confiance dans ce qu'on fait. Donc, le kiai, c'est au contraire l'utilisation du hara à travers ce grand droit qui va compresser le corps et qui va donc expulser l'air pour en obtenir justement cette explosion d'énergie, cette harmonie et ce mélange des énergies qui doit jaillir au-delà du corps. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de légendes et beaucoup de choses qui sont dites sur ce kiai. Parce que le kiai, comme je dis, n'est pas forcément sonore. Et l'une des plus grandes légendes qui a établi aussi la notion de kiai à travers tout le Japon, l'Asie et le monde, c'est Miyamoto Musashi, à qui on prêterait la légende d'avoir tué un scorpion avec un kiai silencieux. D'accord ? Un kiai à peine audible. Donc, ou peut-être dans des fréquences que seul le scorpion aurait pu entendre. D'où la première notion arrivée de cri qui tue. Kiai, le cri qui tue. Alors, vous avez peut-être, vous, joué au dojo à surprendre votre camarade pendant que vous combattez. Si vous arrivez, bam, vous criez d'un coup sec, ça va le surprendre un peu. Il va y avoir un effet de surprise. On est très très loin du cri qui tue et on est très loin de la syncope que pourrait provoquer un cri très puissant. Ou alors, il faut que la personne ait le cœur fragile ou qu'elle soit déjà dans un état très avancé de fatigue pour que soudainement, elle tombe dans les pommes parce qu'on lui a crié dessus. D'accord ? Vous pourrez essayer. C'est quand même... à mon avis, si vous y arrivez, faites-moi un tuto et faites-moi la vidéo.
Donc, il faut bien dissocier les choses, c'est-à-dire qu'il y a cette notion, mais comme dans tous les arts martiaux, on parlera un jour de toutes les légendes urbaines qu'on a à Okinawa sur comment on pratique les katas, ne serait-ce que les tekis. Qu'est-ce qu'il y a comme légendes urbaines autour des tekis et des naifanchi? Après, c'est à nous de prendre et de laisser, c'est ce qu'il y a à prendre et à laisser. Donc là, la notion de cri qui tue a été évidemment reprise par des groupes de pratiquants qui se sont basés sur, ok, médecine traditionnelle chinoise, plus ondes sonores et variations, ondulations des fréquences. Donc sur certains organes, on va faire du Kiai-Jitsu et on va commencer à faire des choses énergétiques. Donc là, on est aussi dans une pratique de niche sur quelque chose de très spécifique. Personnellement, je n'adhère pas forcément à cette notion-là. Après, chacun voit midi à sa porte. Mais voilà, le Kiai-Jitsu, et comme le Kiai, a donné naissance à énormément de choses et de croyances qui, elles, sont purement mystiques. Donc c'est bien de temps en temps de revenir aussi aux sources et se dire, ok, on va parler mystique, on va parler énergique, mais on va aussi parler physiologie. Donc la physiologie, d'un point de vue très pur et dur, c'est de se dire, je dois expirer pour contracter ce grand droit, parce que si le grand droit est contracté, je vais avoir une bonne ceinture abdominale, il y avait les obliques qui vont aller avec, on l'a vu, il y a les intercostaux, il y a beaucoup de choses. Donc, je vais avoir une bonne protection naturelle, une protection musculaire. N'oublions pas que le corps humain, c'est l'armure. Quand on est dehors, on n'a pas d'autre armure sur soi, c'est la musculation qui est l'armure. Donc, je vais devoir, lorsque je pratique, lorsque je me défends, lorsque j'attaque, utiliser ça à bon escient. Parce que si je crée un trou dans mon armure et que l'adversaire s'en rend compte, lui peut rentrer. Donc, par l'expiration, par cette notion de kiai, j'envoie par le hara cette intention de contraction et donc de protection abdominale. Et il y a un petit exercice très simple que vous pouvez faire chez vous et qui est ultra identifié et très instructif lorsque vous faites du Iaido ou du Kenjutsu. Lorsque l'on fait du sabre, on utilise une notion purement japonaise qui devrait être appliquée en karaté à tous les mouvements et qui ne se fait jamais. Lorsque l'on fait du Iaido, il est proscrit d'inspirer lorsque l'on vient armer et d'expirer lorsque l'on coupe. Pourquoi? Parce que le fait d'inspirer va venir basculer le corps légèrement vers l'arrière, parce qu'on vient gonfler le thorax et le corps de manière générale, et l'expiration va avoir tendance à faire un effet de levier, donc de basculer vers l'avant. Ça, évidemment, c'est si on fait du Iaido, ça permet d'identifier physiologiquement et visuellement les choses. Maintenant, si je fais des arts martiaux, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que normalement, si je pratique correctement ma discipline, quel que soit le mouvement, et encore plus identifiable sur un blocage, je ne dois pas inspirer sur le premier demi-temps pour expirer sur le deuxième demi-temps. Je ne vais pas faire... Je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas faire... Surtout pas. Mon but, c'est de faire... J'inspire avant et j'expire pendant. Pareil, si j'ai mon sabre, j'inspire avant et j'expire pendant. Vous voyez, bon, le plafond il est un petit peu bas pour faire ce type de coupe. Mais voilà, dans l'idée, j'inspire avant et je viens en conservant ce gainage et cette protection. D'accord? Même si c'est fluide, je dois venir expirer sur l'entièreté du mouvement. On parlait la semaine dernière de kata comme Hangetsu. Eh bien, Hangetsu vous apprend à le faire. Si vous apprenez Hangetsu, il est hors de question de faire inspirer et puis faire vos mouvements, mais surtout pas. Il faut inspirer avant et puis je vais expirer sur tous mes mouvements en fait. Mon but c'est ça, c'est d'expirer sur l'intégralité de chaque temps du kata. Mais Hangetsu c'est un symptôme, on va dire c'est ce qui permet d'identifier les choses. Vous pouvei le faire sur Heian Shodan. Quand je démarre mon kata, je ne vais pas faire bah non. Je vais faire, j'inspire avant et je vais faire et ensuite je vais faire
D'accord? Mon but, c'est d'expirer sur le mouvement. En fait, ça s'explique par un fait physiologique qui est très simple. Et vous pouvez faire un petit test chez vous, dans votre dojo, de manière très simple aussi. Vous dites à quelqu'un de tenir les bras en l'air et vous allez lui impacter les abdominaux. D'accord? Un petit tsuki au niveau des abdos. Lorsqu'il vient expirer, il sent que l'expiration, surtout s'il utilise le hara, va contracter le grand droit. On a une ceinture abdominale qui est puissante. Ça va résister. Lorsqu'il inspire, on a vu que l'inspiration, c'était la contraction du diaphragme et la contraction des intercostaux. On n'a pas fatalement la contraction du grand droit ou des obliques. Eux, ils servent à l'expiration, pas à l'inspiration. Donc lorsque j'inspire, le reste se détend. C'est-à-dire que les abdominaux, quelque part, lorsque j'inspire, ils vont se décontracter, ils vont se détendre pour permettre l'évolution de la cage thoracique. Donc, vous pouvez le faire d'un point de vue statique. Il inspire et vous frappez dans l'abdomen et vous allez vous rendre compte que même en frappant tout doucement, il n'y a pas de protection. Lorsqu'il expire, là, ouais, ok, pour expirer, j'ai besoin de contracter. Donc pour contracter, j'ai une bonne protection et la frappe, elle aura plus de mal à pénétrer dans les organes. Et vous pouvez le faire à terme en sautant. Il vient inspirer en sautant, ça va encore plus détendre le corps et la frappe dans les abdos, elle va rentrer toute seule. Et lorsqu'il vient redescendre, si vous refrappez à nouveau, puisqu'il expire, là, il sera solide. Et bien en fait, le Kiai va vous donner ces informations-là et ces notions de se dire que, ah oui, le Kiai, intention, contraction, solidité, donc, quelque part, comme dans les arbushi, comme en Iaido, ne créer aucune faille, aucune ouverture, ne pas se mettre en danger. En Iaido, on le sait bien, que la posture du sabre par la Kachira va nous permettre, lorsque l'on vient armé, de rester ici en protection. Je reste protégé parce que je peux revenir. À chaque fois que je vais prendre une pose ou une forme avec mon sabre, je sais que je peux agir avec. Je ne vais pas soudainement le mettre derrière et puis avoir personne. Et puis devoir revenir pour me protéger. C'est pas possible. En fait, le corps humain, c'est la même chose. Et le Kiai, même s'il est silencieux, même s'il se situe sur chaque temps du kata, doit servir à ça. À aucun moment, dans mon kata, je dois inspirer lorsque je viens armer mon shuto, mais là, je ne suis pas protégé du tout. Si le gars, il attend que j'inspire et que j'expire et qu'il me frappe au moment où je vais inspirer, il n'y a plus de ceinture abdominale, il va rentrer très très vite dans le corps. Donc, je ne peux pas me permettre d'inspirer et d'envoyer le kimé et donc le kiai. Sur cet instant-là, le kiai, il ne part pas de là. Le kiai, il part de là. Il fait le chemin complet. Il fait le mouvement complet. Il ne fait pas le demi-mouvement. Donc, le kiai, ça permet aussi d'avoir ces notions-là. On a l'énergie, mais tout d'un coup, on a une notion de timing. C'est-à-dire que souvent, on a un timing qui est complètement faux. Et je pense que pour certains peut-être gradés qui pratiquaient sur du demi-temps, j'inspire sur le premier demi-temps et j'expire sur le deuxième, vous allez peut-être revisiter toute votre pratique à travers cette philosophie japonaise en vous disant, bah oui, je peux pas me mettre en danger sur la moitié de mon temps. Ça veut dire que sur un kata, vous allez vous mettre en danger sur la moitié de votre kata. Et si vous avez un adversaire qui est un petit peu malin, il va attendre que cet instant-là. Que l'instant où vous serez à l'intérieur et j'inspire et je me mets en danger. Donc ça vous permet d'avoir cette notion de timing, d'utilisation aussi et de se dire ok, je dois verrouiller et je dois inspirer rapidement entre deux temps. C'est ce que vous apprend Rangetsu, c'est ce que vous apprend beaucoup de katas qui sont liés à la respiration, mais à terme, c'est ce que vous devez faire sur l'intégralité des katas et l'intégralité de vos mouvements à tout temps. Ça veut dire que le hara qu'on a vu la semaine dernière s'utilise sur chaque temps et sur l'entièreté de chaque temps. Parce que le hara, c'est le kiai, c'est l'expiration. Libre à vous ensuite d'en faire un plus sonore que les autres, c'est-à-dire celui-ci va être encore plus pressé, comprimé et envoyé musculairement parlant et à travers le hara et l'intention du hara pour qu'il prenne soudainement son essor auditif. Mais si vous faites un kata et qu'il y a 22 mouvements dans votre kata, il y aura 22 kiai. Seulement, on en entendra 2. Voilà. Mais il y en aura quand même des kiai sur tous les temps du kata. Et pareil si vous faites du kion. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur... C'est-à-dire que le kion, au-delà de vous apprendre la technique et de vous apprendre la contraction, ça vous apprend la respiration. Et souvent, c'est pareil, le kiai, pour moi, c'est la respiration. Et c'est pour ça que je vous disais que c'est indissociable du hara. Le kiai,
on a tendance à se dire ok, on respire et quand on fait du qion, on voit qui est fatigué, qui n'est pas fatigué. Mais forcément, si la personne est pratique comme si elle trottait à course à pied et qu'elle respire tout, on va dire, de manière cyclique, sans prendre en compte le timing de ses mouvements. C'est-à-dire qu'elle va faire un mouvement et puis elle va être là. Elle fait quelque chose et puis sa respiration n'a rien à voir avec ce qu'elle fait. Elle n'apprend pas ce qu'est le kiai, elle n'apprend pas à travailler son hara. Pour moi, apprendre la respiration, c'est justement apprendre à la caler sur ses mouvements. C'est-à-dire inspirer avant et expirer pendant. Donc, la notion compétition aide un petit peu à comprendre ce timing de kiai, même s'il est silencieux. Parce qu'en compétition, on va accélérer le temps d'action à son paroxysme pour être le plus vif possible la plupart du temps. Il faut que ce soit, comme bien souvent en Occident, le temps A, le temps B qui prime. C'est pas forcément le mouvement intermédiaire, même si on essaie de le lier correctement. En tout cas, lorsqu'on est traditionnaliste comme moi, j'essaie de le lier correctement sans le bouffer. Mais c'est souvent le temps d'arrêt qui va primer pour les juges qui vont regarder sur la stabilité, sur le timé, sur tout ça, la rapidité. Et cette rapidité d'exécution, elle va servir à faire des mouvements extrêmement rapides. Donc on n'a pas le temps, quand on fait un mouvement très rapide, de faire on va juste inspirer avant et on va faire et sur ce on va avoir le mouvement entier. Donc on est un petit peu plus proche finalement d'une bonne utilisation du kiai et une bonne utilisation du hara. Vous voyez comme quoi parfois on pense que la compétition est un mauvais ami du pratiquant et dans certaines notions comme celle-ci, finalement elle va plutôt aider à comprendre des choses. Donc que ce soit sur un kata qui doit être extrêmement rapide en compète ou des katas extrêmement lents comme Angetsu, finalement le travail c'est le même, il faut arriver à le comprendre et on va dire à le donner et à le transmettre sur les tatamis physiquement, physiologiquement parlant. Voilà, donc encore une fois comme la semaine dernière, n'hésitez pas dans les commentaires à m'indiquer si de votre côté vous utilisez à bon escient ou pas, ou si vous utilisez ou pas tout simplement le kiai dans vos cours. Donc vous, en tant que pratiquant, est-ce qu'on vous le fait utiliser? Est-ce qu'on vous en donne ces notions-là? Et en tant qu'enseignant, qu'est-ce que vous faites comme type d'exercice pour travailler le kiai fondamentalement pour parvenir à un résultat qui est justement dans le respect de ce qu'est le kiai au Japon? Voilà, la semaine prochaine, on bouclera la boucle avec le travail du plexus solaire. D'ici là, portez-vous bien, passez une bonne semaine. Ciao!